Bonsoir, merci pour l'invitation. Euh, effectivement, voilà, je publie un livre dans un mois sur le sujet qui s'appelle, c'est comme ça que j'ai connu Anthony, qui s'appelle Crypto-communisme, pas crypto-politique, mais on n'est pas très loin du sujet. Et c'est évidemment un jeu de mots sur le fait qu'à une époque, être crypto-communiste, c'était être un communiste infiltré dans une organisation politique. Mais là, évidemment, c'est un jeu de mots sur crypto-monnaie. Et leur lien possible avec l'idée communiste, avec l'hypothèse communiste. C'est une idée un peu farfelue, pour reprendre le mot d'Anthony, parce que vous n'ignorez sans doute pas, et David l'a un petit peu dit, et Marie aussi, que l'invention, que Bitcoin et Bitcoin, moi je vais plutôt parler de Bitcoin que de blockchain, je m'en expliquerai peut-être, mais l'invention de Bitcoin, elle est portée par des gens qui sont des cypherpunks, donc cypher ça veut dire chiffrement en anglais, ce sont les petits-enfants des cyberpunks, et ils se réunissent autour d'un manifeste qui est le manifeste crypto-anarchiste, qui a été écrit par Timothy May, qui est mort il y a un mois, qui est une figure très importante de la cryptopolitique. La cryptopolitique, de prime abord, c'est un anarchisme économique, on va dire. Avec deux sens absolument opposés d'ailleurs qu'on peut donner à ce mot, selon qu'on est européen ou américain. Si on est européen, l'anarchisme, c'est une tradition de gauche, de Bakounine à Gracchus Babeuf, qui s'est forgé à l'intérieur de l'international, d'abord des travailleurs, avec le communisme, et qui s'est séparé. Bakounine et Marx se sont séparés et ont créé deux internationales séparées, notamment après le désastre de la Commune, que Marx a en quelque sorte fait reporter la responsabilité sur Bakounine. Et ils se sont séparés notamment sur la question de la gestion. Bakounine était convaincu que le marxisme donnerait naissance à une bureaucratie rouge. C'était son mot, à faute d'avoir bien compris justement le sens de la décentralisation des institutions politiques. Bien que, au départ, Marx et Bakounine sont d'accord sur le fait qu'il faut détruire l'État. Et ça, c'est une idée, on oublie, parce qu'évidemment, nous, on a aussi l'expérience totalitaire d'un État complètement hystérisé et hypertrophié, qui était l'État soviétique, et que encore l'État chinois, ou dans d'autres pays où l'expérience communiste a pu se donner à vivre. Et donc, effectivement, cette idée que Marx était contre l'État, on l'a un petit peu oubliée, mais enfin, elle est quand même centrale. Mais encore une fois, Bakounine avait vu juste, d'une certaine manière, il y avait bien un point aveugle dans le marxisme à cet endroit, probablement, puisque la suite a été assez catastrophique. Et donc, si donc on est européen, l'anarchisme, ça peut se relier à cette histoire-là, et on peut se dire, au fond, il y a peut-être quelque chose dans la tradition socialiste qui peut nous relier à Bitcoin. Et puis, si on est américain, alors c'est une autre histoire complètement. Parce que l'anarchisme américain est de droite, même d'ultra-droite. L'alt-right américaine, dont le trésor de guerre est constitué de Bitcoin, faut le rappeler, ce sont des gens qui ont été influencés, alors au contraire, par des gens comme Ayn Rand, dont on a beaucoup parlé là ces derniers temps. Il y a eu un retour d'Ayn Rand, parce qu'il y a une biographie qui est sortie d'Ayn Rand. Ayn Rand, c'était une Russe, ce qu'on appelait les Russes blancs. C'est une Russe aristocrate qui a quitté l'URSS pour sauver sa peau, et qui a écrit aux États-Unis, Terre promise, un éloge du libéralisme hyper libéral, je ne même pas de bon, qui est à la limite effectivement de l'anarchisme presque par certains côtés, mais un anarchisme de la libre entreprise en fait, du struggle for life, de la lutte pour la vie, des plus forts doivent emporter tout ce qu'il y a, et au fond, sauf qui peut. Et c'est cette tradition-là qui est vraiment complètement antagoniste à la nôtre, qui, pour beaucoup, alimente les forums de bitcoiners, qui sont assez pénibles à lire, je dois dire, quand on plonge dedans, parce qu'ils sont pleins de choses assez dégoûtantes. Sur les banquiers, sur l'usure, enfin vous voyez où ça peut vous emmener assez vite, et sur justement cette espèce d'idéologie libérale que Bitcoin va permettre de réaliser. Alors pourquoi ? Parce que Bitcoin permet s'évader de la fiscalité. C'est une des raisons pour lesquelles les libertariens sont passionnés par Bitcoin. Donc si vous évadez de la fiscalité, vous vous évadez du contrôle, vous évadez des gouvernements, vous privez les gouvernements de leurs sources de revenus,
revenus, et donc vous obligez des micro-communautés, en quelque sorte, à prendre le relais de la vie gouvernementale et du directionnisme étatiste. Et c'est une des voilà, la raison principale, j'en ai probablement d'autres, mais qui font que la droite américaine est assez fascinée par Bitcoin. Et bon, oui, Satoshi Nakamoto, le pseudonyme sous lequel se cache l'inventeur ou les inventeurs ou l'inventrice de Bitcoin, c'est quelqu'un qui, dans le white paper, explique que son sujet, c'est la crise de 2008, c'est effectivement de briser le monopole des banques. Alors, on ne sait pas très bien s'il s'agit d'assainir le système financier, c'est sans doute à l'horizon des choses, ou bien de sauver son épargne. Hein, parce que ce que redoute Satoshi Nakamoto, c'est un bail-in. Vous savez que sur la première pièce, si j'ose dire, de Bitcoin, il y a une référence à l'article du Time qui dit attention au bail-out du New York Times. C'était sûr, c'est pas le Times? Bon, bref. Et c'est une mise en garde en 2009 en disant on a pris de l'argent au gouvernement. Les gouvernements se sont endettés pour secourir les banques en 2009, enfin en 2008, au moment de la crise des subprimes. La suite, la prochaine étape, c'est on va maintenant prendre directement dans les comptes des particuliers. D'ailleurs, ça va être envisagé à Chypre pour renflouer le système bancaire. Et aujourd'hui, vous savez, il y a le plafond des 100 000 euros qui garantit, mais au-dessus de 100 000 euros, techniquement, le gouvernement pourrait piocher dans cette épargne pour sauver un système qui s'effondre. Donc, il y a cette ambiguïté aussi à la naissance de Bitcoin sur ces deux possibilités. Alors, il se trouve que dans mon background, moi, intellectuel, j'avais consacré beaucoup de temps à un livre sur le protestantisme, sur la réforme, sur Luther. Et c'est bizarrement ça qui m'a fait voir un peu plus clair, j'espère, dans cette histoire-là. Je vais vous faire partager la genèse de ce projet. En fait... Luther, ma conviction dans Pop Théologie, de mon premier bouquin, c'était que Luther était le maître penseur en fait de la modernité et de la postmodernité. Luther, c'est le premier à avoir dit on peut se passer des prêtres. Le pape, c'est l'antéchrist. La vraie foi se vit dans l'horizontalité de la communauté pastorale. Tout le monde est prêtre. C'est la grande phrase de Luther, tout le monde est prêtre, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Et c'est le fondement de la réforme. La grâce est gratuite, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous la donner. C'est quelque chose qui a été d'une force absolument extraordinaire, elle a cassé l'Europe en deux littéralement, la guerre de 30 ans, etc. Pourquoi ? Parce que derrière, on a entendu, on peut se passer des princes, si on peut se passer des prêtres. C'est ce que Thomas Münzer, il y a un livre qui vient de paraître sur Thomas Münzer d'Éric Vuillard, raconte, la révolte des paysans, qui, entendant une chose, en entendu une autre, et de facto, la révolution libérale anglaise, la première des révolutions démocratiques, va être emmenée par les puritains anglais. Sur le même motif, au fond, que l'horizontalité démocratique est garantit mieux la vie du croyant, et la sainteté, la justice ou la justesse que la verticalité de l'exercice du pouvoir. Alors évidemment, l'Église de Rome a dit les protestants sont fous. Les protestants sont fous, ils vont nous mener au chaos, ce sont des libidineux, on les a appelés les pourceaux d'Épicure. Si vous vous passez de la verticalité de l'Église, de l'autorité, de la moralité, vous devez forcément être un fou furieux, quoi, vous allez emporter les gens dans la luxure, dans la désobéissance, etc. Et évidemment, le paradoxe de cette histoire, c'est que l'avenir a donné complètement tort à l'Église de Rome. C'était l'Église de Rome qui était totalement corrompue, qui faisait de l'argent sur le trafic des indulgences, sur la rémission des péchés, et les puritains se sont avérés être, comme leur nom l'indique, des puritains, c'est-à-dire des maîtres de l'ascèse, d'où est venu d'ailleurs, d'où procède possiblement une des origines du capitalisme. Le capitalisme, c'est le fait de se réserver la jouissance des biens de ce monde pour éventuellement une jouissance ultérieure, mais on ne doit pas consommer tout de suite
les biens du travail qui sont produits. On doit se restreindre à une vie ascétique, et dans ce sens-là, on accumule tout le fruit de son travail. Et c'était un des paradoxes que Weber avait envisagé dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il disait, mais quel est ce mystère qui fait que des gens meurent au tombeau les poches pleines d'argent? Ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas dépensé leur argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement irrationnel qui vient du protestantisme et qui peut probablement expliquer ce comportement. Et il m'a semblé, et c'est le point de départ du travail que j'ai mené, qu'il y avait en fait la même chose chez les bitcoiners, qu'il y avait une démarche qui d'apparence était destructrice, était menaçante, qui consistait à dire on va se passer des banquiers, hein, on s'est passé des prêtres, on s'est passé des princes, maintenant on va se passer des banquiers. Et que la première réaction qu'on a, c'est salauds de libéraux, salauds de libertariens, vous allez nous emmener vers un chaos défiscalisé, d'évasion fiscale, où on ne pourra plus rien contrôler, etc. Et mon sentiment, mon intuition, on va dire, c'est qu'en réalité, il y a une forme d'ascèse presque puritaine qui se cache en fait derrière ça, et que le modèle de vie qui est proposé derrière n'a rien à voir avec l'apparence donc de produits purement spéculatifs ou politiquement orientés qu'on peut penser. Alors, un exemple anecdotique qui peut peut-être appuyer ça, mais c'est vraiment purement anecdotique, c'est que tout l'argent de Satoshi Nakamoto, le trésor de Satoshi Nakamoto, plus d'1 million de bitcoins, plus toutes les fourches de Bitcoin Cash et de je ne sais quoi qu'il a pu accumuler, qui doit représenter, ou qui a représenté à son maximum presque 30 ou 40 milliards d'euros, et qui faisait de lui ou d'eux les plus riches personnes quasiment de la planète pendant quelque temps, et peut-être le redeviendront-ils, n'a pas été touché d'un centime. Je trouve cette anecdote absolument magique, enfin, dans le genre ascèse, c'est assez extraordinaire, quoi. C'est vrai que l'ascèse est au cœur du projet, quoi, depuis le début, depuis le Genesis. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont morts, s'il est mort, on ne sait pas vraiment en fait ce que c'est que cette histoire de ces millions de bitcoins qui est bloqué là, et dont parfois on se dit le jour où Satoshi se réveillera. Parfois, ça apparaît sur les forums un jour, comme dans l'appel de Cthulhu. Et il vendra tous ses bitcoins et il fera s'écrouler ce monstre que c'est devenu. Parce que, y compris dans la communauté bitcoiner, il y a des gens qui dénoncent le monstre spéculatif que c'est devenu et qui attendent le réveil de Satoshi. Donc, tout le monde scrute ce compte, parce que vous savez qu'on peut scruter. Hein, une particularité de la blockchain, c'est que c'est pseudonyme, mais que c'est transparent. Donc, on sait que les choses bougent, et donc on peut savoir si ce compte est touché ou pas. Donc, il ne l'est pas. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le fonctionnement même de Bitcoin qu'on a tendance à oublier. Le fonctionnement de Bitcoin me paraît relever de ce que j'ai envie d'appeler, par clin d'œil à Marx, l'appropriation collective des moyens de production monétaire. C'est son fonctionnement et son but, à vrai dire. Le but de Bitcoin, c'est quand même de faire en sorte qu'une monnaie ne dépende plus d'une autorité, d'une banque, d'un État, d'un souverain, mais qu'elle nous appartienne à tous en propre. Et donc, à ce titre, il y a une forme d'appropriation collective de la valeur produite par Bitcoin. Ça, je pense que c'est très important. C'est, à vrai dire, la colonne vertébrale de Bitcoin, cette appropriation collective de la valeur. Et elle se manifeste dans une construction très particulière qu'on a tendance à minorer, mais qui s'est très exactement mise en lumière au moment d'une crise, probablement la plus grave crise de l'existence de Bitcoin depuis sa naissance, qui était la crise de Bitcoin Cash. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ces monnaies peuvent fourcher. Parce que, comme l'a expliqué David, c'est des protocoles ouverts. Vous pouvez créer une monnaie à n'importe quel moment à partir d'une autre monnaie. Vous pouvez décider que cette monnaie s'appelle mon Bitcoin, ou Bitcoin jaune, ou Bitcoin bleu. Ça peut ne avoir absolument aucune valeur, c'est en général le cas. Mais parfois, dans des cas plus graves, vous pouvez siphonner la totalité de la valeur, en quelque sorte, de la chaîne originelle. Et c'est ensuite un processus de minage qui fait que la chaîne qui a la plus de difficultés, ce qu'on appelle le plus de difficultés, l'emporte. Bon. Ça, ce sont des fourches dures, des fourches molles. Là, en l'occurrence, c'était une fourche dure. Et le débat, il était très technique en apparence, mais en fait, il était très philosophique. La technicité, elle portait sur la taille des blocs de Bitcoin.
Il y a un problème de Bitcoin, c'est que c'est très lent. C'est très lent, c'est un peu comme tu disais, David, c'est le Minitel, quoi. C'est Internet en 90, quand on avait des modems 56K qui envoyaient voilà, à une lenteur extraordinaire chaque bit qui passait. Bon, ben là, c'est pareil. Si vous voulez faire une transaction, quand il y a beaucoup de demandes, ça prend un peu de temps, il faut payer des frais de transaction plus importants, etc. Et donc, les gens disaient, une certaine partie de gens disaient que c'était contraire à l'intention originale de Satoshi Nakamoto, qui était de faire un système de peer-to-peer, cash, de paiement, de peer à peer, comme un PayPal, si vous voulez. Et qu'on ne pouvait pas faire des petites transactions, ça coûtait trop cher, c'était trop long, ça n'arriverait jamais, qu'il fallait faire une mutation technologique du protocole, donc ce qu'on appelait augmenter les blocs. Augmenter les blocs, ça permettait de mettre plus de transactions toutes les 10 minutes, et donc à terme, on pouvait même imaginer, le bloc aujourd'hui c'est 1 méga, mais ça pouvait être 100 gigas si on voulait. Mais ça provoquait, alors sur le papier on se dit mais c'est super, bien sûr, augmentons les blocs, mais ça provoquait quelque chose qui était philosophiquement inacceptable pour la communauté des bitcoiners, c'est que à côté des mineurs, si vous avez en tête comment ça fonctionne, il y a les mineurs qui font tourner leur machine pour enchaîner les blocs les uns aux autres et vérifier que les transactions sont bonnes. Il y a ce qu'on appelle les nœuds. Les nœuds, c'est ce que vous pouvez avoir vous-même sur votre ordinateur et qui vous permet de vérifier que la totalité du protocole est correcte, qu'on ne vous vend pas une vessie pour une lanterne en quelque sorte. Eh bien, si les blocs sont trop gros, vous ne pouvez plus abriter un nœud sur votre ordinateur parce que votre ordinateur n'aura pas assez de mémoire pour gérer la totalité de la chaîne. Les seuls ordinateurs qui seront capables de le faire sont des très gros ordinateurs qui, par définition, seront possédés par des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de place pour avoir tous ces ordinateurs. Donc, le Bitcoin Cash, cette fourche qui se promettait d'être un accélérateur de transactions, était en fait une confiscation de l'essence même du projet, qui était l'appropriation collective de la production monétaire. Parce qu'il n'y aurait eu que 4 ou 5 validateurs dans le monde qui auraient pu, en fait, à tout moment, décider que du lard, c'est du cochon. Et là, vous vous retrouviez un petit peu embarrassé. Et la manière dont la communauté a résisté, et a résisté d'une manière qui, moi, m'a fait penser au débat que je connais bien sur la réforme, avec 5 siècles de retard ou d'avance, du type la vraie parole de Satoshi Nakamoto, le retour à Luther, on appelait ça le retour à Luther à l'époque. Ces scissions de sectes protestantes qui se sont exprimées, et je vous en parlerai dans les cryptocultes, je pense, qui se sont exprimées à l'occasion de ce débat, m'a confirmé dans cette hypothèse. Et alors, je crois que j'ai parlé déjà très très longtemps, mais en gros, le travail que j'ai fait ensuite, c'était de vérifier que c'était vrai, que c'était possible, en faisant le chemin inverse, c'est-à-dire en allant vers Marx et en cherchant si chez Marx il y avait une intuition, une anticipation en quelque sorte de Bitcoin ou d'une décentralisation qui aurait été manquée ou ratée, comme je le disais au début, et qui aurait pu se réaliser dans un autre modèle que le modèle léniniste, trotskiste, stalinien, maoïste. Je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qui apparaît dans des textes de Marx qui ne sont pas très connus. Qui sont des textes que la revue Multitude, notamment Yann Moulier-Boutan, ont beaucoup contribué à faire connaître, Tony Negri surtout, qui sont les textes autour de ce qu'on appelle le General Intellect, où Marx découvre qu'en fait, le communisme pourrait peut-être se réaliser bien mieux à travers une société de la connaissance qu'il anticipe grâce au progrès de la productivité machinique. Il pense qu'à un moment, on va pouvoir se détacher des machines, se détacher de la loi de la valeur, je crois que tu vas en parler, et créer par pollinisation une société qui va s'enrichir à travers en fait la production d'intelligence. Et c'est quelque chose qui m'a fait penser que Bitcoin était d'une certaine manière la manifestation de cette société de l'intelligence qui arrivait qui recommençait à se rendre imaginable la possibilité de s'approprier la valeur informationnelle qui est produite. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous postez quelque chose sur Internet, ça ne vous appartient plus, ça part sur la toile, et cette valeur, finalement, elle vous quitte. Une des applications possibles, ce serait éventuellement que cette valeur, elle vous soit à chaque fois reversée, en fait, que la totalité des idées qu'on a ensemble et qui pollinisent, donc pour reprendre le mot d'Yann Moulier-Boutan, la totalité de la société puisse être rémunérée à leur juste valeur.
Donc ça, c'est éventuellement quelque chose qui peut nous intéresser. Les smart contracts, ça m'a intéressé aussi parce qu'il y a une phrase d'Engels qui dit que la société communiste s'est passée du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Le smart contract, c'est tout à fait ça. Alors avec, j'ai envie de dire, le côté bivalent de ce que ça voulait, de ce que vous l'avez dit dans le texte d'introduction à cette soirée. Il y a l'idée que la blockchain, c'est le fait que tout événement est lié, inscrit pour toujours dans une chaîne, et que du coup, c'est quand même un petit peu flippant. Mais il y a aussi cette idée d'une automaticité qui permettrait peut-être de fluidifier un fonctionnement social, comme le disait donc Engels, passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Et puis je termine là-dessus. Alors voilà.